Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Droit à la parole. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un. Le plaisir est double parce que d'abord c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup dans les médias, mais surtout parce qu'il est difficile de l'avoir sur un plateau d'interview. J'ai quand même pu réussir à l'amener sur ce plateau pour qu'on puisse parler de notre pays, mais surtout pour qu'on puisse puiser de son expérience d'homme, expérience de scientifique, expérience de technicien, sur ce qui se passe dans notre pays et comment nous pourrons garder l'espoir pour un changement meilleur. J'ai donc le plaisir de saluer M. Jean-Pierre Mwongo. M. Jean-Pierre, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous avez accepté donc d'être là, comme je le disais, et je ne peux que vous remercier pour votre disponibilité. Vous êtes un homme connu, vous avez été administrateur directeur technique de la RVF, ce qui fait que vous avez circulé dans tout le pays, vous connaissez à peu près chaque bief navigable de ce pays. Vous avez été directeur général de l'OCPT, donc aujourd'hui l'ASTP, c'est que vous connaissez à peu près les problèmes qui se posent dans le domaine des télécommunications. Vous avez été dans le privé et plusieurs fois directeur général de beaucoup d'entreprises. Moi et vous, nous avons commencé une longue discussion sur le golfe de Kabouno, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit qui se situe vers le nord du lac Kivu, un endroit où affleure à presque 1 mètre, à presque à la surface, le gaz mortel qui pourrait tuer si on n'a pas dégagé cela. Et vous avez commencé une campagne il y a quelques années, cette question-là. Nous avons été avec vous dans plusieurs débats sur l'exploitation des ressources naturelles dans le pays. Donc vous êtes quelqu'un qui a une vision encyclopédique un peu de la situation du pays. Aujourd'hui, si j'ai accepté vraiment que vous veniez, parce que vous pouvez parler sans parti pris, vous pouvez parler avec objectivité, et moi je m'interroge, et avec moi l'ensemble de l'opinion. Alors, première question, de votre propre expérience, comment vous voyez le pays? Comment le pays se porte? Le pays reste le pays se porte. Je ne sais pas s'il se porte et se comporte. On entend beaucoup dans l'opinion des gens que ça ne va pas, mais on ne sait pas circonscrire où ça ne va pas. Est-ce que c'est dans la gouvernance, est-ce que c'est dans le comportement? Mais nous avons traversé plusieurs crises qui sont en cours de solution. Et dans ces crises-là, il y a des choses qui peuvent se réparer rapidement, d'autres pas. D'abord, une première chose, c'est qu'on n'a pas contrôlé la démographie de notre pays par rapport aux crises que nous avons eues successivement. Donc on a une occupation du territoire qui n'a pas été programmée et qui est difficile à reprogrammer aujourd'hui si on devait le commencer pour les 20 et 30 années à venir. En plus, il y a la prédominance de la politique. Donc on a l'impression qu'on est dans une industrie politique où il n'y a pas d'autre choix pour les jeunes que de voir la politique. La politique elle-même, elle m'a l'air d'être victime de quelques problèmes. Le premier étant celui du court-termisme politique, comme en Europe. Donc les gens qui prennent le pouvoir ou qui l'exercent se sentent presque obligés de trouver les solutions totales au cours de leur mandat, ce qui n'est pas possible. Il y a des choses qui se font à court terme, d'autres qui se font à long terme, qui doivent forcément dépasser les mandats. Oui. Et puis il y a alors un principe ici au Congo, c'est que ceux qui sont dans les pouvoirs, ils ont un autre principe qui est nous devons le détenir le plus longtemps possible par tous les moyens. Et c'est par tous les moyens qui est très gênant. Une société, ça se gère avec des repères, avec des gens qui voient quelles sont les possibilités d'améliorer la vie des gens, mais aussi de les projeter dans le futur pour les générations qui arrivent. Et donc, le fait de vouloir rester à tout prix fausse déjà une donne, et le fait de vouloir tout réaliser en une fois fausse également une donne. Vous venez de poser une problématique essentielle, notamment celle du temps. Le temps qui est nécessaire pour changer les problèmes du pays. De toutes les façons, vous savez bien que jamais une société ne résoudra tout et tout en même temps. Alors, comment gérer le temps que l'on a? Parce que les problèmes, on ne résoudrait pas tout. Comment faire pour que ceux qui ont le pouvoir, commençons par ceux qui ont le pouvoir, puissent avoir
cette notion relative de l'efficacité et de la solution. Comment vous pensez qu'on puisse gérer le temps pour que ceux qui usent du temps de pouvoir, puissent en user de manière efficace et que ça ne soit pas une guerre des titans? La première chose à faire pour gérer le temps, c'est d'abord être à temps. Hein? Mais il ne faut pas, de génération à génération, tout le monde ne peut pas tout faire. Il y a des éléments qui arrivent dans des époques qui ne sont pas dans d'autres époques. Et donc, les gens gèrent et résolvent les problèmes de leur temps et laissent aux autres continuer, faire mieux, avec d'autres technologies, avec d'autres moyens. Donc il ne faut pas se mettre dans la culpabilité de ne pas tout faire, parce que quand on arrive, on a déjà beaucoup de problèmes. Mais je vous garde sur la même ligne. Si vous regardez notre histoire, depuis 60, et puis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs générations. Peut-être de manière inconsciente, peut-on quand même trouver un fil conducteur des solutions que nous avons pu mettre en place? Je sais qu'il y a beaucoup d'échecs, mais je suppose quand même qu'il y a quand même des solutions. Est-ce qu'il y a eu des problèmes qui ont commencé en 60, la solution 60, ça s'est transféré jusqu'à la génération actuelle? Y a-t-il une construction historique d'un certain nombre de problèmes que nous avons résolus? Bon, les problèmes qui se posent à des populations ou à des gens dans une communauté, une collectivité, c'est le problème d'améliorer les niveaux de vie des gens. C'est de projeter les jeunes dans un avenir dans lequel ils vivent mieux. Quand nous sommes sortis de l'indépendance, je n'aime pas toujours retourner vers là-bas, parce qu'on risque de renvoyer nos propres responsabilités à des erreurs dans un contexte qui est tout à fait différent. Ce qui est resté constant, c'est les problèmes politiques. C'est la participation à la gestion du pays ou pas. C'est la gestion des contradictions et l'occupation du territoire. Le pays comme le nôtre, dès qu'il est sorti de la colonie, il a été géré par une machine qui nous était étrangère, surtout au plan économique. Et donc cette machine-là, nous n'avons pas réussi à nous l'approprier. Donc on ne sait pas quel modèle il faut encore imaginer. Mais n'empêche, du temps du régime de du maréchal, plusieurs études ont été faites dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas ou n'interrogent plus leur passé et économique, et social, et sociologique. Je me rappelle, j'étais ici en 1973, 74, on criait déjà que Kinshasa avait 800 000 habitants et que nous allions vers une catastrophe parce qu'on n'avait pas projeté les 10 années qui suivaient les années 73. 74, 75, on crée un bureau dont je me rappelle encore, parce que celui qui le dirigeait était un de mes amis, c'est le bureau d'aménagement urbain qui devait projeter comment est-ce qu'on va urbaniser Kinshasa. On va développer la ville. Oui. Vous vous rappelez certainement que Mobutu avait voulu mettre ce qu'on appelait les métros légers. Mais puis après, on n'a pas suivi les évolutions et la guerre pour faire partie, parce que le président Mobutu est le premier président qui chute après la chute du mur de Berlin. Et quand il est parti, les guerres ont déplacé énormément de gens. Et vous vous trouvez avec Kinshasa, qui a dépassé les 10 millions d'habitants, mais vous vous trouvez aussi avec des villes qui n'étaient pas des villes comme Bujimaï, qui était un centre autour de la Miba, qui devient un grand pôle. Vous trouvez des endroits qui sont tout à fait désertés. Hein, par exemple, si vous allez dans les grandes compagnies agricoles de l'Équateur ou de Bandundu, il n'y a personne. Si vous allez dans la grande savane du Katanga, la partie surtout sur le plateau de Nyunzu, il n'y a personne. Donc, il faut réimaginer, remettre les problèmes sur la table en fonction de la population et son mouvement pour pouvoir les projeter finalement dans le futur. Nous avons été, après Sun City, on a choisi de gérer le pays de manière décentralisée, fortement décentralisée. Mais je constate qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, chez le Premier ministre, chez le Président de la République, on ne s'occupe plus de la décentralisation.
Or, le Mais pouvoir comment ça, réel... parce qu'il y a quand même, des gouverneurs qui sont élus, il y a des assemblées provinciales. Ce n'est pas comme ça que c'était prévu. Il était prévu qu'on fasse les élections locales pour permettre à ce que chaque entité puisse choisir ses dirigeants. Et ça, c'était pas une mauvaise chose. Par exemple, si on élit les élus communaux de Lemba, de Matete, ils auront un comportement différent de quand on les nomme. Vous voyez, ils auront quelque chose à défendre qu'ils n'ont pas quand on les nomme eux-mêmes. Et donc, cette décentralisation, il y avait un ministère de la décentralisation. D'ailleurs, j'ai été directeur de cabinet du ministre de la décentralisation. Et aujourd'hui, on ne sent pas et on reprend le pouvoir à partir du sommet. Ce qui nous crée d'autres types de problèmes qu'il faut résoudre autrement. Alors, c'est vrai que, bon, vous avez dit, vous vient de le dire, il y a un pacte républicain qui est issu de Sainte-Cité. Il y a une voie qui est indiquée, parce que c'est la voie de la volonté commune, surtout de ceux qui avaient négocié cette paix. Pourquoi les Congolais, surtout la classe dirigeante, qu'elle soit au pouvoir ou non, n'accomplissent pas ce qu'ils ont décidé? Quelles sont les forces qui poussent la classe politique à faire exactement le contraire de ce à quoi elle s'est elle-même engagée librement? Comment vous évaluez ça? La question me paraît assez claire, mais les réponses ne peuvent être très complexes. Parce que ça doit prendre beaucoup de choses à la fois. Et au risque de reprocher les Congolais de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont. En fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'élite congolaise rate ses propres rendez-vous. Encore une fois, je reviens sur le fait quand l'élite arrive au pouvoir et qu'elle dit « je dois y rester, quels que soient les moyens », là, il y a un problème. Nous avons, par exemple, fait une réunification de différentes personnalités pour attirer l'attention du pouvoir que si on ne change pas la loi électorale et qu'on l'adapte avec certaines améliorations, on allait arriver à une catastrophe. Nous n'étions pas tous du même parti, mais nous avons tous pensé la même chose et nous nous sommes réunis pour le faire. Alors, il faut accepter à un moment donné que quand on améliore les choses, on les laisse aussi adapter aux personnes qui vont s'en charger. Et si on persiste dans ce qu'on croit, les systèmes restent les mêmes. Ceux qui entrent dedans ne peuvent pas faire du changement, c'est impossible. Donc, si je vous comprends bien, la classe politique, l'élite congolaise ne fait pas ce qu'elle s'est assignée de faire parce qu'elle est, je peux dire, perturbée par la question du pouvoir. Ça, le pouvoir perturbe tout le monde. Tout le monde. Maintenant, comme disait Jean-Paul Sartre, c'est chaque groupe qui dirige, qui choisit ses affamés et ses lépreux. Maintenant, quels sont les choix? Si on fait une coupe d'aujourd'hui en disant, tiens, à Kinshasa, au Congo, est-ce que l'élite assume le pouvoir pour la population? Là, on peut avoir des avis différents, qui sont beaucoup plus négatifs que positifs. Parce que, ne fût-ce que quand je suis venu ici, quand je vois la circulation des gens, la circulation de biens, quand je vois la propriété des gens et la propriété des étrangers, quand je vois le comportement de l'élite, il n'est pas très exemplaire par rapport à la moyenne de notre société. Ah oui, c'est triste. Mais revenons à vous quand même, parce que nous avons parlé généralement, mais je m'interroge. Vous faites partie de ce qu'on a appelé le G13. Un groupe, vous venez de vous-même d'évoquer la question. Bon, on vous connaît un peu un technicien, quelqu'un pas très politique, mais là vous êtes entré avec le G13 directement dans la discussion assez politique. Pourquoi cet engagement? Parce que ce que nous appelons élite est supposé être élu. Si on élit mal ou qu'on élit les mauvaises personnes par rapport aux raisons qu'on s'est fait, eh bien, on va avoir les résultats d'être mal dirigé. Et donc il faut soigner au départ, dans ces systèmes qu'on appelle démocratiques, il faut soigner au départ la manière dont on va élire les gens. Alors il faut un minimum de transparence quand on les fait.
Et notre pays a besoin qu'il y ait des représentants qui partent de n'importe quelle province, qui disent je vais représenter ma population pour que la machine tourne. Et ne pas qu'on on recommence ce qu'on a combattu hier, qui finalement revient à une gestion patrimoniale et des accumulations primitives qui ne regardent pas le plus grand nombre. Mais on peut vous soupçonner, vous, en tant que G13, que c'était une démarche de positionnement, parce qu'on a quand même vu parmi les membres de ces groupes, certains entrer soit au gouvernement, soit dans des structures. Est-ce que, bon, on peut dire, est-ce que c'était vraiment pour l'objectif général ou bien c'était une forme de quête personnelle? G13, d'abord, nous étions là, il y a des députés dedans, il y a des politiciens dedans, il y a la société civile dedans, il y a moi dedans, je ne suis pas député. Mais il ne faut pas reprocher à des politiques de se positionner, c'est leur rôle de se positionner. S'il est plus visible là-bas qu'ailleurs, ça fait partie du jeu politique. Au moins vous êtes sincère. Mais nous étions une cinquantaine quand la personne qui a initié ça nous a sollicité. Pourquoi G13? Parce que quand on a demandé de faire signer l'appel du 11 juillet, il n'y a que 13 qui ont signé. Et c'est devenu G13. Mais quel était le but? C'était, on se battait pour qu'on puisse améliorer la loi électorale parce que les conséquences que ça nous a données en 2006, en 2011 et ce que nous avons vécu en 2018 appelaient encore à refaire la même machine. Ce qui n'était pas bien. Nous avons essayé de dire, tiens, là il faut améliorer, là il faut améliorer. Et c'était ça l'objectif du G13. Bon, et puis là, nous avons mais entre-temps, la loi électorale a été promulguée, la nouvelle loi. Oui, oui. Est-ce qu'elle est une réponse à une de vos préoccupations? Non, nous avons les derniers 18 innovations qu'on a proposées, je pense qu'ils en ont retenu une ou deux, malheureusement. Mais c'est quand même sorti du Parlement. C'est promulgué. Là, en toute démocratie, on a mal, mais on ne peut pas dire non. Donc on peut dire que c'est comme un demi-échec, votre démarche. Pour moi, c'est un échec. Mais ce n'est pas un échec. On n'a pas été assez fort que pour pouvoir changer les choses au niveau du Parlement. Parce qu'il y a eu d'autres coalitions, avec d'autres raisons, mais malgré tout, c'est passé. Donc à partir de ce moment-là, si ça sort de ces chambres... Pas les revendications, en fait, parmi les conseils puissants que vous avez donnés à l'époque où nous avons couvert vos audiences dans tous les milieux, il y a le fait que vous avez exigé que les délais constitutionnels se tiennent, que les élections se fassent en décembre 2023 comme prévu. Mais les Nations Unies, qui ont envoyé quelqu'un ici, une équipe qui est venue, qui vous a d'ailleurs rencontré, ont sorti ces rapports en disant de plus en plus des raisons s'imposent que ce ne sera pas possible qu'on organise les élections en 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous avons averti à 1500 jours des élections. Nous avons averti que nous étions déjà dans une situation difficile pour arriver aux élections. Pour des raisons de recensement des nouveaux électeurs, de nouveaux majeurs, pour des raisons financières, parce qu'on avait demandé qu'il y ait une possibilité de mettre de l'argent de côté chaque mois pour arriver à juste temps et ne pas faire peser les coûts électoraux sur à un même exercice ou deux exercices, c'était trop. Surtout que ces élections coûtent très cher. Et donc il y a toute une série de choses qu'on a dit à 1500 jours. Aujourd'hui, il reste moins de 400 jours. Je ne vois pas encore qu'est-ce qui s'est amélioré dans les problèmes qu'on a soulevés à cette époque. Mais il y a eu déjà le problème de financier. Nous avons appris que le ministère des Finances reconnaît avoir donné, au moins mis à la disposition de la CENI plus de 200 millions de dollars. Je suppose que ceux qui sont responsables de la CENI vont finalement ouvrir le livre pour le mettre à disposition de tout le monde dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont parler des finances, ils vont parler des cartographies, ils vont parler des recensements, ils vont parler de toute la logistique. Vous savez, quelque chose qui est extraordinaire, c'est que cette organisation gère à peu près $1 milliard. Et c'est la seule qui n'a pas de compte à rendre, sauf des rapports.
dans un pays normal. Je vais vous faire un scénario, vous allez me dire à peu près où est-ce que nous en sommes. La CENI, elle dit qu'elle travaille, qu'elle commence les recensements au mois de décembre 2022 et qu'elle sera prête pour pouvoir qu'il y ait la cartographie, non pas la cartographie, mais la désignation de sièges. Hein. Donc on va désigner le nombre de sièges par circonscription à partir du mois de mars, et que d'une certaine manière, et ils seront prêts. La CENI, elle, quand elle parle, c'est peut-être pas encore officiel, mais au travers des points de presse, des communiqués, elle dit qu'elle va respecter les délais et que ceux qui pensent qu'il y aura du retard se trompent. De l'autre côté, il y a des politiciens qui estiment que, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas possible qu'on fasse les élections en 2023. Il faut donc négocier, il faut qu'il y ait une prolongation et elle doit se faire sur base d'un dialogue. Ça, c'est d'un côté. Et évidemment, ils n'écoutent pas ce que la CENI dit parce qu'ils supposent que ça ne se fera pas. Il y a de l'autre côté la communauté des nations dont je viens d'évoquer qui dit que, bon voilà, les retards sont là. De toutes ces prises de position, l'opinion publique ne sait pas exactement où est la vérité, qui dit quoi. Chaque posture devenue malheureusement partisane. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Bon, je pense que elle sera obligée, à un moment donné, le travail de la CENI n'est pas nécessairement seulement du travail de back-office. Elle doit communiquer avec les gens. Les gens ont besoin de savoir. À un moment donné, elle devra dire si ça va ou ça ne va pas. Les gens vont juger. Il y a des règles qu'elle doit suivre, des lois qu'elle doit suivre, mais il serait temps qu'elle commence à communiquer pour montrer réellement que c'est possible. Parce qu'il peut y avoir une vue qui veut qu'on respecte les délais, même si on va faire de mauvaises élections. Si c'est le cas, il faudra le gérer. Il faut gérer ça. Si on dépasse les délais parce qu'on veut de bonnes élections, là aussi, il faudra les gérer. Et donc, à partir du moment où on arrive au 31 décembre, dans un cas comme dans l'autre, le président deviendra, ou les équipes qui sont là deviendront légitimes ou non légitimes. Et donc, il y aura une question à gérer politiquement. Est-ce que maintenant, il faut savoir si cette question à gérer va nous amener de l'amélioration de la situation ou les rééquilibrer plus ou les déséquilibrer plus. Mais c'est une grosse question. Mais nous sommes au 4e cycle électoral, mais nous avons l'impression qu'il n'y a pas accumulation de l'expérience. Comme si nous reprenons tout à zéro. Pourquoi cette impression? C'est tout ce que nous avons essayé de faire comprendre comme G13. Nous sommes allés voir toutes les couches intéressées par la politique et les élections. Que ce soit les catholiques, enfin les religieux, comme on les appelle, la société civile, les acteurs politiques, pour leur dire, nous avons peut-être raison de continuer, mais il faut qu'on tienne compte de ce que nous avons fait en 2006, en 2011 et en 2018. Et pour y arriver, nous pensons que c'est ça qu'il faille faire. Et nous avons demandé à chaque groupe d'amender ce que nous devons apporter comme proposition. Et nous sommes sur les 270 articles peut-être, on est arrivé à un accord sur une vingtaine. Pour dire ça, c'est vraiment quelque chose à changer. C'est ça qu'on a proposé à l'Assemblée. Et sur laquelle on a, malheureusement, on est répartis pour arriver au même... Je ne sais pas si on ne va pas... Maintenant, question directe, M. Jean-Pierre Mongo. De votre point de vue personnel, y aura-t-il, oui ou non, élection en 2023? Je ne veux pas me contredire quand je vous dis à 1500 jours, c'était déjà compliqué. Que c'est déjà compliqué. À 400 jours, je ne vois pas ce qui a changé pour m'assurer que ça va se faire. Je ne vois pas. Alors, dans les cas où il n'y a pas d'élection... Je ne suis pas spécialiste de la programmation. Dans les cas où il n'y a pas d'élection, oui. Comment nous maintenons l'équilibre des institutions, comment nous gérons la question de la légitimité? L'expérience a voulu que l'on partage le pouvoir pendant la période de transition. C'est déjà une vieille recette dans notre pays. Si on y revient, et on risque d'y arriver, ça sera très dommage parce qu'on va perdre du temps et on va perdre de l'énergie encore une fois. Le monde ne nous attend pas. Le monde est en train de changer. Le processus de changement dans le monde est en cours. Et les équilibres sont en train de se redistribuer. Le Congo est un enjeu majeur
D'ailleurs, tous les présidents le disent. Notre président actuel a dit que c'était le pays solution. Donc, nous sommes dans des enjeux majeurs. Il est temps qu'on puisse faire partie des choix du monde par rapport à ce que nous voulons que ce pays soit. Si on ne le fait pas, soit on sera les domestiques des autres, ce qu'on commence à être, soit on sera décomposé. Donc il faut vraiment que les gens soient alertes. Il est des situations où on ne doit pas consacrer le gain d'aujourd'hui, mais il y a des gains qu'on peut postposer pour le futur. Vous êtes habitué à aller à l'Est parce que vous y travaillez, vous venez d'ailleurs de là. La question de l'Est reste une équation à multiples inconnus. Les solutions semblent en même temps proches et lointaines. C'est comme si le Congo était en train de construire une habituation insécuritaire. Comme si, nous allons faire avec. Nous sommes quand même à 2 mois de l'occupation de Bunagana. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est l'approche que vous avez par rapport à la question de l'Est? D'abord la question sécuritaire, nous reviendrons à la question technique plus tard. Je lisais un des rapports du gouvernement il n'y a pas longtemps, ça doit être il y a 7 jours ou 15 jours. Je vois que pour une première fois, le ministre de la Défense arrive à convaincre le gouvernement qu'on a besoin d'une politique de la défense. Quand on est sorti de Sun City, le fait qu'il y a eu beaucoup d'intervenants dans notre pays, on a fait le code minier, le code forestier, le code agricole qui n'existait pas encore, pour que les gens qui nous ont aidés puissent se payer, parce qu'on n'avait pas de quoi les payer. Et après, il y a eu le président, sous le président Kabila, on s'est ressaisi, en disant maintenant ça suffit, on va régulariser les codes. On a régularisé le code minier, on a régularisé le code forestier, on a régularisé le code agricole, même s'il y a eu encore une tentative de le changer. Et à ce moment-là, on pouvait arriver à un moment où on commence à compter sur les moyens du pays pour pouvoir repartir. Alors, si on ne fait pas attention, on risque de retomber dans une situation qui nous ramène sur cette situation-là. Donc, je parlais des ministres de la Défense qui a dit qu'il fallait une politique, tout comme il faut une politique minière, il faut une politique... Il faut une politique de la défense. Il faut une politique de la défense qui comprend la défense du territoire, l'ordre public, et cette défense du territoire va entraîner la réforme de l'armée. Ce qui n'a pas encore été fait jusqu'aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, l'accompagnement après l'accord de Lusaka, on nous a donné des appuis financiers pour la réforme de l'armée. Ça, c'était pris en charge par l'Union européenne, qui s'appelait le programme Progress. Nous avons eu des programmes d'appui aux programmes sociaux, l'enseignement, l'appui à la santé, avec les fameux DCRP, la réduction de la pauvreté. Et donc, tous ces programmes ont toujours chaque fois été perturbés parce que l'offre des solutions sur l'emploi et l'offre politique de responsabilité ne coïncident pas. Il faut que les hommes qui vont diriger ne soient pas obligés d'être d'accord entre eux parce qu'ils se connaissent. Il faut, chaque fois, ils se mettent d'accord sur les événements ou les non-événements. Mais les gens ne se mettent pas d'accord pour dire, nous pensons, moi, politicien A, je pense que pour résoudre le problème de la défense, c'est ça mon projet. Et l'autre, même chose. Est-ce que si vous êtes d'accord, vous allez concourir à sa réalisation? Ici, nous sommes encore dans une sorte de politique émotive, active et primaire, qui consiste à dire, tiens, je serai soit le militant de mon frère, soit de mon ami. Quand on vous dit, tel politicien vont se mettre d'accord, sur base de quoi? Ils vont se mettre d'accord sur quoi? Pour faire quoi? Si je vous comprends bien, nous avons des difficultés encore à résoudre cette question de l'Est parce qu'on n'a pas de politique de la défense. Oui, parce qu'il ne faut pas chercher les faux fuyants et les prétextes que les autres nous font mal,
les autres nous font mal parce qu'on peut nous faire mal. Au point où on est aujourd'hui, le problème, ce ne sont pas les autres. C'est nous-mêmes. Le problème, quelle est notre politique de la défense? Comment est-ce que nous allons le mettre en marche? Comment est-ce que nous allons organiser l'armée? On va le faire comment? Dites-moi, quelle est la base militaire où les gens reviennent en recyclage? Nous allons clore cette partie défense, sécurité, donc discrétion. Nous allons clore. Non, on est en train d'y arriver petit à petit, parce que je vous dis, le Conseil des ministres a décidé de faire la politique de la défense, ce qui est extraordinaire. Ça a été dit et c'est une très bonne chose. On ne peut que féliciter le gouvernement pour ça. Je reste avec vous toujours à l'est du pays, mais nous sommes dans les golfs de Kabouno. Vous avez été actif à un moment donné pour dégazer ces golfs, mais ce n'est pas encore fait. Non, ce n'est pas. Non, donc il faut distinguer le lac Kivu à deux parties. Le golfe de Kabouno et le grand lac. Là, il y a une sursaturation de gaz carbonique due au gaz méthane. Et donc, le Rwanda et nous, on a tout avantage d'enlever le gaz méthane pour stabiliser le lac. Et là, ce gaz méthane qu'on sort est une richesse qu'on peut utiliser pour faire l'électricité, pour faire des engrais. Et les Rwandais le font déjà. Ils le font déjà, à un prix très élevé, mais ils le font déjà. Nous avons été, avec notre société, les tout premiers à mettre, parce qu'on a été embêtés à Goma, à l'époque, parce que les ministres ne donnaient pas toutes les solutions qu'on voulait. On a commencé toute la première expérience avant les Rwandais, au Congo. Et quand ça n'a pas marché, on a déménagé nos machines au Rwanda. Et le premier kilowatt qui est allé sur le réseau rwandais vient de notre projet. Et puis bon, il y a eu d'autres problèmes, on n'a pas continué, mais eux, ils ont continué. Ici, bon, je viens de voir d'ailleurs qu'on vient de faire un appel d'offres pour que les gens reprennent des blocs d'extraction de gaz. Oui. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça fait 6 ans qu'il y a eu un appel d'offres, qu'il y a eu la première phase qui est là, et qui n'a jamais démarré. Alors, ça... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors par rapport il faut que le gouvernement prenne une décision d'autorité pour qu'on mette une entreprise sur le lac, commencer à dégazer? Bon, ce serait trop prétentieux parce que le gouvernement ne sera pas capable de le faire. À mon avis, dans les conditions d'aujourd'hui, non. Il faut qu'il y ait un plan. Il y a eu des plans de développement au Congo. Maintenant, il faut faire le choix. Est-ce que ce plan de développement va continuer, comme dit la Constitution, de donner une large autonomie aux provinces pour qu'ils prennent des initiatives propres? Et encore, il y a d'autres problèmes parce qu'il y a des outils financiers qui ne sont pas prêts. On pourrait revenir sur la question. Mais il faut qu'on puisse d'abord, si on arrive à stabiliser la sécurité, et ça peut aller concomitamment, les grands soucis congolais, si vous voulez qu'on reste comme pays, c'est d'abord de créer l'intégration économique nationale. On ne peut pas continuer avec un Congo où les provinces n'échangent pas. Alors si ça n'échange pas, nous restons avec des développements cosmétiques pour les provinces qui ont la rente des situations. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas encore un militant des partis, vous êtes un homme qui réfléchit sur la nation. Je vois l'enjeu de 2023, je suppose que nous venons de parler, ça peut même s'allonger un tout petit peu, mais les élections sont inévitables. Il faudrait qu'on arrive à les organiser. En même temps, vous venez de décrire une situation quand même relativement catastrophique du pays, et les structures internes, le développement des populations. Quelle est finalement l'offre? Je parle en termes de contenu, pas en termes de contenant. En termes de contenu, quelle est l'offre politique qui va s'adapter aux besoins réels? Ça signifie que demain, si nous devons aller choisir nos dirigeants, nous les choisirons certes autour de leur personnalité, mais aussi surtout autour des programmes. Quelle est l'offre politique qu'il faut consolider aujourd'hui pour que demain, nous n'ayons pas des élites non adaptées? Que ceux qui vont diriger, ceux qui vont gouverner, vont prendre des décisions, vont s'appuyer sur l'analyse et les diagnostics qui conviennent. Nous sommes à une phase où on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir des gens qui peuvent diriger ce pays. Ils sont suffisamment nombreux, mais
c'est lui ou ceux qui vont venir demain, on va les juger d'abord sur leur capacité intrinsèque d'individu, une grande expérience parlementaire, une bonne expérience de la vie publique, une bonne probité, mais aussi parce que nous allons avoir ces problèmes. De toute façon, la manière de fédérer les autres groupes pour ne pas perdre le temps à jouer aux équilibristes tribaux. Il faudra que les gens s'envolent avec des équipes, il ne faut pas beaucoup de monde, avec des équipes qui croient dans la même chose et qui s'est mis d'accord de ce qu'ils veulent. Sur la politique de sécurité et de défense, ça ne serait pas difficile de parler avec les autres pays quand on est souverain pour défendre sa politique de défense et de sécurité. La réadministrabilité du pays, parce que le pays n'est pas administré, et l'économie, parce que le pays est un espace qui a besoin qu'on l'organise de façon à ce qu'il soit profitable pour ses citoyens et qu'il soit profitable à même tous les prédateurs qui veulent venir. Parce que on ne peut pas imaginer que jusqu'à présent, depuis que le gouverneur de la Banque centrale, il doit y avoir 7, 8 ou 9 ans, a parlé de la dédollarisation. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas appliqué. On ne peut pas l'appliquer. Parce que notre monnaie, on n'arrive pas à la valoriser. Et si on ne la valorise pas et qu'on fasse d'autres mesures fiscales et financières, il est très difficile d'avoir une politique de développement. On ne peut pas demander aux gens, comme je vois de temps en temps, nous allons promouvoir les jeunes à aller chercher à faire des entreprises. Et quand vous devez passer à la caisse, vous demandez aux jeunes d'aller chercher l'argent. Ça ne va pas. Il faut mettre les moyens humains et financiers à la disposition des gens. Et je ne sais pas si on parlait ensemble il y a quelques jours, quand je vois tout ce qu'on est en train de faire au centre du pays, jusqu'à transporter du ciment par avion, il y a quelque chose qui interpelle. Enfin, qui interpelle en tout cas quelqu'un qui a géré les voies fluviales comme moi. Il y a des choses minimales que l'État doit faire pour que les privés puissent continuer le reste. Notamment les voies navigables. Les voies navigables, les routes et tout ça. Mais ça doit aller dans des programmes qui sont des programmes globaux dans lesquels on cherche les séquences. Nous allons arriver à l'année prochaine, on veut arriver à ça. L'année suivante, l'année d'après. Et ce que nous ne saurons pas faire, les autres peuvent continuer. La dernière question que je vais vous poser, c'est par là où nous avons commencé. Quels pourraient être les lieux de validation? Parce que le temps d'une élection, le temps d'un mandat, c'est court, c'est 5 ans. Renouvelable une fois pour la présidentielle, ça fait à peu près 10 ans. Mais les problèmes de notre pays ne peuvent se résoudre que c'est à long terme. C'est d'une génération à une autre que l'on peut basculer vers un changement qui soit profond. Alors, comment peut-on intégrer dans une offre politique quelque chose qui dépasse largement le temps que peut vous insérer, qu'il peut vous donner le pays pour le gouverner? C'est-à-dire, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment valider un programme comme ça? On ne peut pas partir sur une base que quand on a tout à l'heure, on en a parlé, on ne peut pas dire je vais tout résoudre, c'est impossible. Non. Hein? En séquençant ce qu'on doit faire, prenons bêtement l'exemple des routes et des voies de communication. Notre pays est très grand. On utilise l'avion, on utilise les bateaux, on peut utiliser les véhicules, mais on ne peut pas faire un programme de route ou un programme énergétique sur 10 ans. Ce sont des programmes sur 25, 30 ans. Et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une fois. C'est pour ça que pour réduire le risque financier des banques privées ou des institutions financières, il faudra que l'État s'implique pour qu'on puisse avoir une vision financière des lignes de crédit aux provinces ou de crédit à certains projets sur 20-25 ans. Sur 1% d'intérêt ou 3% de taux d'intérêt. C'est quelque chose qui s'étudie. Nous ne sommes pas les pionniers. Chez nous, ça peut s'appliquer également. Et s'il y a des choses qu'on va faire vite, mais ici, il ne faut pas... Allez, je ne vais pas être mauvais, mais quand je regarde la voirie de Kinshasa et certaines villes,
Mais il ne faut pas se précipiter pour faire une route parce qu'on doit faire satisfaire un parti politique. Une route qui est construite là, c'est 25-30 ans, c'est pas plus. Donc il ne faut pas en faire un programme. C'est le piège du court-termisme qui, à cause du mandat électoral. C'est un piège qui devient universel dans tous les pays dits démocratiques aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit conscient qu'on ne peut pas. Il y a des choses qui se projettent à terme et à d'autres, on peut dire, tiens, dans ces grands programmes, voici ce qu'on peut faire le plus vite, voici ce qu'on ne peut pas faire vite. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Mongo, d'avoir été avec nous. Je vais vous donner quelques secondes pour clore cette émission. Nous avons fait un parcours, nous avons visité nos certitudes, mais vous avez, en des termes clairs, indiqué qu'il y a encore temps, on peut encore se rattraper sur l'ensemble des enjeux. Un message pour ces jeunes-là qui vous ont suivis, ils vont se demander, mais comment lui il a fait pour connaître tout ça? Comment il parle aisément de ces questions qui sont pour nous des casse-têtes? Alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ces jeunes ce soir? D'abord parce qu'il n'y a rien qui est magique. Je peux avoir connu le Congo par le fait que je l'ai étudié et que j'ai exercé des fonctions ici au Congo. Mais il y a, et ça je retrouve dans plusieurs Congolais que je rencontre, il y a une passion pour le Congo. Mais cette passion, souvent, ne commence pas par étudier le Congo. Il y a un politicien qui passe à la télévision, je dis je connais le Congo, et qui nous donne toujours le parcours historique avec beaucoup de passion. Mais il faut, et d'ailleurs, ça reviendra dans la réforme de l'enseignement et de l'éducation. On ne peut pas connaître les grandes lignes du monde si on ne connaît pas l'environnement propre. Si vous venez, le nom qui me revient chaque fois quand on parle des territoires, les territoires de Kamidji, un élève qui quitte Kamidji, il doit connaître la végétation de là-bas, les rivières qui sont là-bas, et de même, le politique qui veut s'engager, une des premières choses, il doit connaître son pays. Je passe souvent dans les bureaux publics ou privés, c'est rarement que je vois une carte de la ville de Kinshasa, une carte de la province de Kinshasa, une carte du Congo, pour avoir chaque fois sous ses yeux ce que l'on veut diriger. Bon, il y en a quelques-uns qui m'épatent quand je vais dans leur bureau. Là. Il y en a même qui ont la carte de Kinshasa avec des boutons rouges, des boutons verts pour savoir où il y a l'embouteillage, où il y a ceci, que je crois de temps en temps me trouver dans le bureau de la police nationale. Mais... Merci beaucoup, vraiment, merci. Il faut donc aimer le pays, mais il faut le connaître, il faut l'étudier, il faut échanger autour de nous. Comment nous allons défendre quelque chose que nous ne connaissons pas? Comment nous allons promouvoir ce que nous ne connaissons pas? Comment nous allons développer un pays sur lequel nous avons si peu de connaissances? Je crois que nous avons tiré beaucoup de leçons de cette émission. J'ai été donc heureux de vous recevoir. J'espère vous retrouver en tout cas prochainement et le plus vite possible pour qu'on puisse continuer parce que la dimension RVF, je ne l'ai pas beaucoup abordée sur les voies navigables. Mesdames et messieurs, droit à la parole, c'est donc terminé. Je recevais M. Jean-Pierre Mongo, avec lequel nous avons discuté, élaboré, en tout cas échangé. Moi, j'en ai tiré beaucoup. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez puisé dans cette source d'information, dans cette personnalité riche en enseignements. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.